Eh bien, bonsoir à vous tous qui nous rejoignez. Alors, c'est les universités populaires. Ce soir, la 5e journée de cette semaine, pour aborder aujourd'hui, ce soir, la résistance, puisque c'est la thématique principale de ces universités populaires, avec l'autonomie et la résilience. Autant dire qu'il y aura beaucoup de choses à dire. Si on parle de résistance, force est de constater que, à l'heure actuelle, bon nombre de personnes, et c'est une bonne chose que de dénoncer ce qui ne peut pas, ce qui ne va pas forcément dans le secteur politique, économique, etc. Mais une fois qu'on a abordé ce qui ne va pas, qu'on a dénoncé entre guillemets ce qui nous semblait être de l'ordre de l'injustice, eh bien, peut-être qu'on peut aussi aborder les solutions. Et c'est là où nous avons différents acteurs qui, eux, ont l'occasion de se bouger, certains depuis très longtemps, d'autres bien en amont de cette fameuse crise sanitaire, et puis de voir que peut-être c'était des précurseurs, tout simplement. Alors pour le coup, je vais vous les présenter, pour ceux et celles d'entre vous qui ne les connaissent pas. Ils ont des fois plus ou moins, pour certains, un CV long comme le bras. Mais en tout cas, voilà, c'est du fait d'être actif, d'être un militant ou un acteur de la société civile depuis bon nombre d'années pour certains d'entre eux. Et puis d'autres qui ont eu des idées, entre guillemets, de génie et ont eu l'occasion de le mettre en place. Alors, nous avons Paul Fournier avec nous. Paul est auteur de La levée du deuil. C'est aux éditions Aluna, un livre qui sortira début de l'année prochaine, 2022. Paul, tu es aussi animateur des Mondes d'après, journaliste indépendant, coordinateur et modérateur sur le réseau social Zone FR, acteur de l'économie sociale et solidaire, notamment avec les Citrons Givrés, qui est un groupement d'achat en Vendée, puisque c'est là-bas que tu vis. Porte-parole et représentant des Amérindiens en France, puisque nous avions eu l'occasion de faire une émission notamment sur cette fameuse levée du deuil. Donc voilà, porte-parole des Amérindiens, et au sens large du terme, c'est pas uniquement les Indiens Lakota, même si c'est eux spécifiquement, mais on va dire tous les peuples premiers d'Amérique, nord et sud confondus. Alexandre Boisson, Alexandre qui est ancienne garde du corps des présidents Chirac et Sarkozy, co-créateur de SOS Mer, acteur et porte-parole au sein des Brigades d'ICRIM. Brigades d'ICRIM, pour ceux et celles d'entre vous qui ne connaissent pas, c'est les documents d'information communaux sur les risques majeurs. Il est aussi le créateur d'Existence B, pour une expérience originale d'éco-régénération, et il participe aussi à l'Université francophone de l'autonomie alimentaire. Vous voyez, il y a beaucoup de choses, on aura l'occasion de creuser tout ça pour voir ce qu'il en est. Annie et Malik, alors Annie et Malik font partie, Annie en tout cas en l'occurrence, est la créatrice des cantons solidaires autonomes, très active, non pas tant dans le virtuel, mais sur le réel. Et quand je dis ça, c'est sûr que dès le moment où on fait de l'éco-construction, dès le moment où on met en lien les gens, dès le moment où on fait de la permaculture, on est plus en lien avec le monde réel que le monde virtuel, ce qui n'empêche pas Annie d'être très à l'aise avec Discord, puisque les cantons solidaires autonomes ont leur propre Discord, ce qui vous laisse l'occasion de pouvoir les découvrir, de faire des antennes chez vous en fonction de votre région, on y reviendra. Et enfin, notre dernier invité, Yvan Maltchev. Yvan, il est auteur des nouveaux collectifs citoyens aux éditions Yves Michel, là aussi que j'avais interviewé il y a un bon nombre d'années. Il est impliqué depuis donc 30 ans dans des rôles différents, que ce soit DRH, conseil, coach en entreprise ou autour de la dynamique de groupes humains qui veulent construire un projet et mobiliser ensemble leurs énergies. Il est intervenu au sein de différentes plateformes ou associations citoyennes, comme par exemple les Dialogues en Humanité, le Collectif pour une transition citoyenne, encore le Printemps de l'éducation, les Colibris, l'Archipel citoyen, Osons les jours heureux, Coop Cité, Forum 104. Il a créé en 2020 avec Laurence Baranski le programme Réussir le passage, pour accompagner les acteurs de la société en chemin de transformation dont vous pouvez avoir accès à la chaîne YouTube. Et il participera, pour ce qui est de son actualité, prochainement aux premières rencontres conscience et citoyenneté qui auront lieu d'une part en virtuel et aussi en présence à l'Agora à Paris le 11 décembre de 9h30 à 18h. Voilà, et notamment un article sur lequel, qui nous servira de base pour son intervention, qui a eu l'occasion d'écrire récemment sur le site d'agence de presse internationale Presensa, intitulé « Système de croyances et récits de temps de crise. Un dialogue impossible ?»
voilà, qui nous éclaire beaucoup sur ce que nous traversons intérieurement, parce que ça sera certainement là le grand défi de demain. Donc messieurs, dames, bonjour à vous, un grand merci d'être présents. C'est pas forcément évident de réunir autant de monde différents, parce que chacun a des occupations, et je sais que vous êtes très pris. Vous êtes très actifs, donc déjà un grand merci pour avoir fait, entre guillemets, l'effort, d'avoir pris de votre temps pour pouvoir dire ce que vous faites, et notamment témoigner et répondre aux questions de ceux et celles qui viendront durant cette émission vous les poser. De même, certains d'entre vous se connaissent, d'autres ne se connaissent pas, donc je vous inviterai, en fonction de chacun, à pouvoir intervenir en fonction de ce qui se dit, pour que voilà, ça soit fructifiant, et que ça fasse marcher nos esprits, nous inspirer. On va commencer par une vue, si vous le voulez bien, holistique, mais alors fractale, si on peut dire ça comme ça, mais en ayant déjà une vue d'ensemble, à travers l'intervention de Paul. Alors Paul, comme tu es un acteur très actif, et il s'avère que voilà, il y a des gens comme toi, on ne sait pas pourquoi, mais des liens se font, des personnalités qui laissent une marque importante, une empreinte importante d'une manière générale, un peu dans tous les domaines, que ça soit dans l'administration, que ça soit notamment d'un point de vue scientifique, des peuples premiers, des éditeurs, des gens, des chanteurs, bref, c'est très varié. Et en l'occurrence, tu souhaites mettre l'accent, en tout cas c'est comme ça que moi je t'orienterai, libre à toi de pouvoir circuler, nager, surfer dans le flot de ce que tu voudras, à savoir de ce qui se passe à l'heure actuelle dans une région de France, qui pourtant ne fait pas du tout parler d'elle. Étonnant, parce que c'est littéralement un tsunami qui a lieu en France à l'heure actuelle, dans la résistance, dont on ne parle pas. Je te laisse nous dire quelle est cette région de France, et comment tu es arrivé dans cette aura, dans cet univers. Bonsoir aux éditeurs, bonsoir à tout le monde. Du coup, en fait, c'est comment expliquer ça? C'est des systèmes de cause à effet, c'est aussi faut-il croire à la chance de rencontrer telle ou telle personne? Toujours est-il que, effectivement, pour dire le nom de cette région de France, effectivement, on peut considérer, on peut le faire comme une surprise, une devinette même, c'est de savoir que c'est la dernière colonie française, d'accord? Et qui est pourtant sur notre territoire. Alors, je vous laisse deviner quel endroit de France qui pourrait être justement considéré comme une colonie encore aujourd'hui. Ça vous fait réfléchir ou pas? Et pourtant, c'est la vérité, et la vérité pure et simple. La dernière colonie française en France, c'est la Savoie, en fait. C'est la Savoie, compris dans son duché qui va du nord vers le sud, avec un autre comté qui était celui de Nice, le comté niçoyen, et le Le comté Var, donc. savoyien uni. Voilà, aujourd'hui, vu de nos yeux, par la lorgnette même de ce que représente la République française par rapport à ses territoires, on n'est pas sans savoir que dans une loi qui avait été faite et édictée en 1947, il était question des territoires, tous les territoires d'outre-mer, ou les départements d'outre-mer, puissent signifier à un moment donné quel était leur niveau d'engagement par rapport à la République française. Et cette loi de 1947 avait promulgué plus ou moins l'émancipation de ces territoires possibles et potentiels. Ce qu'elle a fait d'ailleurs, sauf qu'elle a omis, pour ce traité de 1947, de prendre en compte la demande de la Savoie. Ce qui fait qu'aujourd'hui, la Savoie est malgré tout libérée d'elle-même sans que les Savoyards, les Savoyens le sachent. D'accord? Et j'ai eu vent de cette histoire, en fait, avec un lien assez intéressant, de quelqu'un qui s'appelle Thierry Bécourt, qui est d'ailleurs intervenu lui aussi sur une de mes émissions, sur zonefr.com, pour dire que ce personnage-là fait partie de ces, comme tu disais si bien, de ces réseaux fractalisés qui font s'unir des gens pour des causes diverses et variées. Et là, c'était le cas. Donc Thierry Bécourt est aujourd'hui le porte-parole du gouvernement savoyard-savoyen, donc D3S. D'ailleurs, à ce propos, vous pouvez très bien voir sur zonefr.com l'entretien qu'on a eu en direct, en live, free live sur zonefr.com. Vous trouverez dans la Gona numérique, il en parle très bien, mieux que moi d'ailleurs pour l'histoire, sachant que la Savoie et le comté niçoyen étaient attachés à l'ancien Piémont italien en fait au départ. Donc du coup, en gros, depuis 1947, les Savoyards savoyens ne le savent pas, mais en fait, ils sont libres.
Alors, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que très tôt dans cette histoire-là, un Savoyard, donc de formation de droit, donc un avocat, a décidé d'aller un peu creuser plus en profondeur cette histoire. Et du coup, il l'a mené à bien avec un groupuscule de personnes qui l'ont suivi, à aller creuser en droit international ce que ça pouvait dire et représenter au niveau de la loi internationale, hein. Qui fait bah, ils sont unis à plusieurs pour prouver que c'était bien le cas et qu'en fait la République française s'est plus ou moins assise sur cette volonté d'émancipation de la Savoie. Et on s'est rendu compte, en discutant donc avec Thierry Bécourt, qu'en fait bah, il était possible de constituer un gouvernement, ce qui s'est fait. Voilà, et c'est pour ça que au fil et à mesure du temps, depuis à peu près 3 ans maintenant, ils ont travaillé sur ce projet pour constituer un gouvernement qu'on appelle les 3S du Sénat savoyen de Savoie. Et donc, du coup, eh ben, quand j'ai eu la chance et la primeur de pouvoir me rendre sur place, d'être invité par ce collège de personnes qui désiraient offrir un nouveau ministère en Savoie, eh ben, je suis tombé sur je dirais, alors est-ce qu'il faut dire gouvernement, parce que c'est un Sénat, mais en tout cas des gens constitués en ministère et qui ceux-ci ont décidé bah, justement de s'émanciper et de prendre de la distance avec la République française. Alors ça Donc implique du quoi? coup, quel rapport avec mon ami Thierry Bécourt? C'est qu'en fait, lui, c'est ce qu'on appelle un riser comme moi et comme d'autres, comme Philippe Bobola, comme plein de gens. On a tous les trois, entre autres, je les cite, mis en place l'idée. Alors c'est un pont, hein, c'est juste un pont, mais on a mis l'idée en place de pouvoir, ce 21 décembre, qui vient là, au solstice, donc, et depuis 3 ans, provoquer un cluster de l'OTAN qui s'associe avec Ibiza, l'île d'Ibiza. On a décidé d'aller centrer une grosse méditation mondiale là-bas, dont Thierry Bécourt fait partie, hein, fait partie de ce collège de réflexion avec Philippe Bobola et d'autres. Et du coup, c'est comme ça qu'on s'est croisé d'information en information. Lui habitant en Savoie, Thierry, eh ben, on s'est rejoint un petit peu là-bas pour discuter de tout ça en profondeur. Alors, je me permets, beaucoup d'informations. Donc, Philippe Bobola, pour ceux et celles qui ne le connaissent pas, est physicien, mathématicien, enseignant. Enfin, j'allais dire, c'est là aussi quelqu'un qui a une vision un peu non orthodoxe de ce qu'est la réalité, si on peut dire ça comme ça, avant-gardiste, pour ma part, s'il en est, puisque ça fait plus de 10 ans que je connais et que je suis légèrement ses travaux. Mais je reviens sur ce que tu viens de nous dire concernant Thierry Bécourt, parce que tu nous dis, là, Paul, la Savoie est libre, mais elle ne le sait pas. Donc quand on a des citoyens qui sont libres et qui ne le savent pas, dans quelle mesure est-ce que, avec Thierry Bécourt, vous avez... Alors tu nous parles d'un Sénat, et non pas tant d'un gouvernement, qui s'est constitué. Il est composé de qui, de quoi? Dans quelle mesure est-ce qu'il il fait parler de lui auprès des institutions, qu'elles soient juridiques, politiques, médiatiques, économiques, voilà, dans quelle mesure on va dire, parce que c'est tellement énorme, surtout à l'heure actuelle, au regard du pass sanitaire. On pourrait se dire, bah, finalement, si la Savoie est libre, elle n'est pas obligée d'imposer, entre guillemets, hein, la vaccination. On n'est pas obligé, enfin, et même la police n'est pas obligée de suivre ce que le gouvernement étatique à Paris décide. Donc, comment est-ce que les citoyens en Savoie sont au courant de ce qui a l'air d'être un fait d'un point de vue du droit international? Du coup, effectivement, pour la majorité des Savoyards aujourd'hui, qui ont envie de devenir Savoyens, puisque c'est bien le nom original et historique de la Savoie qui prime dans ce cas-là, ce collège, donc, en fait, est constitué d'un, effectivement, on peut le dire même un gouvernement, mais d'un ministère de communication, de la défense, de la protection, de l'intérieur, et bientôt, ils vont se nommer d'ailleurs des consuls. Donc, et du coup, on partage. Et ben, ce sont des discussions et ils ont trouvé à centrer un petit peu leur lieu de réflexion à Thonon-les-Bains, donc à côté du lac Léman, quelque part du lac Léman, et dans un endroit, donc il y a une salle pluriculturelle et et ben, c'est curieux, l'adjointe au maire a décidé de s'adjoindre justement à ce ministère savoyen pour justement faire vivre à la fois les réunions et qui plus est rassembler l'opinion et rassembler les leaders savoyens. Alors ce qu'il faut entendre, c'est que c'est pas du tout dans une vue de séparatisme quelconque.
Là, j'insiste bien sur le fait, et Thierry l'explique bien dans ce sens-là, c'est bien une histoire de droit international. Donc, c'est pas du tout Il n'y a pas l'idée sécession. de se séparer. Il n'y a pas sécession. C'est juste un état de fait qui prévaut sur la loi de 1991 qui fait que la Cour internationale a décidé qu'effectivement, la Savoie, les 3S seraient libres de toute exécution, de tout mouvement, de toute décision, de tout projet à venir. Voilà. Donc en fait, ils ont obtenu et validé juridiquement la faculté qu'ils auront maintenant de gérer, et c'est un boulot énorme, tout ce qui va devoir se faire gérer en termes d'émancipation justement. Et à ce propos, bah, effectivement, quand on aborde d'ailleurs le lieu exact, hein, ça s'appelle l'Étoile, c'est au centre de la ville de Thonon-les-Bains. Donc c'est une salle pluriculturelle de 300 places avec des ateliers, avec toutes sortes de possibles, qui avait d'ailleurs au départ et à la base une vocation pluriculturelle, mais aussi de soins et de guérison. Donc ils préétablissent déjà des registres et des projections sur des formes pensées qui, par exemple, pour la santé, sont les premiers déjà à travailler avec des thérapeutes, des médecins, des soignants conventionnés, non conventionnés a l'idée de pouvoir fournir, en tout cas à la Savoie et au reste des gens qui voudraient l'entendre, des soins justement émancipés, comment on va dire, Disciplinaire. actifs, disciplinaires et qui plus est holistiques. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ces gens-là ont l'intention, avec d'ailleurs leur ministre de la Santé, de se détacher complètement du système qu'on connaît pour la République française et l'Europe, donc de s'organiser de manière active à faire, on va dire, un premier centre holistique, thérapeutique, large, qui permettra aux gens, effectivement, de pouvoir aborder de manière très, très, très large, de tous soins confondus, voilà. Alors ça amène des questions, parce que là, c'est comme si on repartait à zéro et qu'on se disait, tiens, je suis libre. Là, sauf que on doit faire communauté. Alors pour le coup, tu parles des différents ministères qui sont en train de se constituer, et ça fait tout à fait écho au travail d'Étienne Chouard, qui sera l'invité demain d'une des émissions des universités populaires, sur les fameuses constituantes. Donc quelle est l'idée générale de comment constituer, on va dire, un gouvernement qui soit totalement autonome, bien entendu, indépendant, et comment répondre, on va le voir par la suite, aux fameux 10 crimes. Comment être autonome au niveau de la sécurité, de la santé, de l'énergie, et de l'agriculture, l'alimentation, etc. Donc comment se fait le choix? Comment s'organise, on va dire, le pouvoir? Déjà, il y a une notion qui prend plus en plus de place dans les réflexions, c'est déjà en commune mesure de pouvoir fonctionner déjà en collège, mais de manière horizontale, c'est-à-dire circulaire, c'est-à-dire effectivement sortir de l'idée même de ce qu'on pense être la pyramide, celle qui par hiérarchie organisée et fractalisée, permet aujourd'hui bah, justement de capter la représentativité des gens en général. Alors que là, à Thonon-les-Bains, en Savoie, tout le monde va se faire la parole et plein de choses se font consentement, en fait. Après, c'est très long, certes, mais enfin, en tout cas, l'idée de l'horizontalité, de la circularité prend le pas sur tout ça. Alors, effectivement, c'est pas, il y a tout à faire, en fait, tout à imaginer. Mais justement, du coup, les collèges se font très spécifiques, très qualifiés, avec des compétences juridiques en droit, etc., mais aussi avec des compétences diverses et variées. Aujourd'hui, on a, alors ce qui est étonnant, hein, je peux vous le dire, parce que c'est vraiment assez spécifique, mais on a des gens qui ont déserté, je dirais presque, l'organisation républicaine pour venir en conseil rejoindre le Sénat savoyen, justement sur le fond, pour réfléchir à tous ces pans élargis de tous les possibles pour les constitutions des prochaines missions qui vont être celles des différents ministères qui composent le Sénat savoyen. Alors comment, Donc aujourd'hui, c'est comme ça. Alors comment faire connaître aux Savoyards, aux Savoyens, pardon, cet état de fait? Quel outil, levier de communication est-ce que vous avez pour faire connaître, j'allais dire, cette bonne nouvelle? Parce que là, pour le coup, on a une indépendance et on a des gens qui ont l'air, toujours pareil, qui se trouvent parmi vous. Est-ce qu'on parle de gens éclairés? Apparemment oui, puisqu'on parle d'un collège, on Ah oui. parle de réfléchir en circuit comme ça, fractalisé, de donner la parole à tout le monde. Donc, vous êtes combien à l'heure actuelle et quels sont vos moyens de communication?
Alors aujourd'hui, sur les dernières, d'ailleurs dimanche prochain, il s'est fait des réunions pratiquement tous les 15 jours. Il y a 300 places dans la salle d'accueil de la salle qui s'appelle l'Étoile. Et ça s'ouvre et ça progresse en nombre de semaine en semaine, puisque à la dernière réunion, il a été d'ailleurs distribué la première monnaie savoyenne, d'ailleurs, hein, qui est faite en papier pierre, donc qui est bien réfléchie en termes même de composition. Elle a déjà été distribuée, donc c'est pour activer, vous l'avez compris, le système économique du Sénat savoyen et de ceux qui voudraient l'adopter. Euh, Ce sont des outils qui permettent justement de fédérer, de mutualiser les gens qui viennent au fur et à mesure du temps qui passe dans ces réunions-là, effectivement, en même temps, de pouvoir présenter leurs compétences. Et effectivement, après, c'est des collèges ou sous-collèges qui vont voir et utiliser, comme beaucoup, les compétences de tout un chacun. Aujourd'hui, moi, j'ai rencontré, par exemple, d'anciens officiers de gendarmerie qui ont rejoint le Sénat savoyen, dans Doris, une dame d'ailleurs à la retraite aujourd'hui, qui était directrice de la protection civile au niveau national en France. Doris Deplex, peut-être que Alexandre connaît, donc responsable de la sécurité civile, qui celle-ci a travaillé aussi en pont avec la gendarmerie française à l'époque et qui est devenue ministre de la Défense du territoire pour le Sénat savoyen. C'est pour dire elle va par exemple chapeauter d'autres équipes plus spécialisées qui, celles-ci, vont travailler et œuvrer justement sur tout ce qui est défense de territoire, sécurité civile. Et justement, elle est aussi alors étonnamment, comme le préconise Alexandre, elle travaille déjà sur tout ce qui est risque alimentaire, etc., pour justement, sur les territoires, parler aussi d'autonomie, parler de dire, bah, là maintenant c'est temps, c'est-à-dire on sait comment fonctionnent les réseaux les réseaux d'alimentation en général qui fournissent la Savoie. Donc ils ont parié, ils ont fait des paris justement pour ouvrir des débats là-dessus. Et qui plus est, avec cette monnaie dont je parlais tout à l'heure, ils ont choisi une parité eau et non plus or. Puisque c'est la première qualité dont dispose la Savoie en termes de potentiel d'échange possible, et ben, ils ont fait une monnaie à parité eau. J'ai trouvé ça génial. Elle est en place. Et du coup, la valeur ajoutée, bah, c'est une valeur qui celle-ci, on ne prendra que du bonus le temps faisant. Maintenant, sur la réalité pratique de terrain, donc on parle de gens qui travaillent, de gens qui réfléchissent, qui se rencontrent. Il y a l'événementiel, grâce à cette salle qui va démarrer justement pour parler en conférence et débattre de cette idée d'émancipation souveraine, de représentativité aussi personnelle et individuelle. Enfin, il y a plein de gens qui œuvrent autour. Et aujourd'hui, en tout cas, et de manière invisible, je me suis rendu compte ben, que la loi faisant le tout, en tout cas pour le droit international, on a vu par exemple au départ, effectivement, par exemple la gendarmerie embêter un peu les gens qui participaient, etc., contrôle de papier, voiture, routier, etc., etc. Et il a fallu en fait que justement il y ait eu des premières plaintes, hein, parce que justement ils étaient spécialement visés. Et du coup le procureur de la République a reconnu de fait qu'effectivement, ils ne peuvent plus rien faire en termes de droit juridique sur le Sénat savoyen. Donc du coup, ça a libéré à la fois les gens, ça a libéré également la parole, et du coup, on peut, et c'est le cas, aller manger dans un restaurant à côté de ce fameux QG du Sénat, et sans masque, et naviguer dans la ville de Thonon-les-Bains avec une certaine sérénité et tranquillité. Donc, D'autant plus qu'il y a aussi... Vas-y, ouais, ouais, donc, vas-y. bah, ouais, peut-être d'autant plus, t'allais dire. Non, j'allais dire, donc, ce que j'entends, hein, tu me dis si je me trompe, ça veut dire qu'une partie alors, d'anciens gendarmes ont connaissance de cette autonomie ou indépendance retrouvée grâce au droit international, qu'on a des juges aussi, des avocats qui sont ou qui rejoignent aussi alors je sais pas si on peut parler de mouvement parce qu'en fait c'est bizarre, c'est comme si du jour au lendemain on disait bah t'es libre et en fait c'est bah ouais mais qu'est-ce que je fais, vers qui je me tourne, comment faire société. Donc là tu nous disais que concrètement il y avait toutes sortes de choses qui se mettaient en place, mais en même temps tout ça c'est une question de communication, parce que si demain en tant que Savoyen j'apprends que en fait je suis totalement autonome et indépendant par rapport à la République française, je me dis, ok, donc dans quelle mesure, si je sors sans masque, si j'ai pas mon pass sanitaire, si j'ai envie de constituer demain, enfin de participer
à l'élaboration d'une société qui fonctionne totalement différemment que ce que l'on connaît, je dois donc me tourner vers qui, vers quoi? Est-ce que je vais rencontrer des policiers, des avocats, des juges qui vont me valider, invalider ce que... Voilà, on peut se sentir tiraillé dans cette histoire-là au final. Tout à fait, tout à fait. Sauf que, bah, effectivement, de manière concrète, donc j'ai parlé de la monnaie tout à l'heure. Ensuite, bah, il existe un passeport du Sénat savoyen, et des cartes consulaires, effectivement, des permis de conduire, enfin tout à disposition maintenant et en place pour que le nouveau citoyen savoyen puisse bah, légiférer sur ses propres envies, ses actions sur le territoire, etc., etc. Alors, dans quelle Donc du coup, mesure... voilà, au point... Alors, excuse-moi, je me permets. C'est tellement énorme ce que tu es en Oui. train de dire. J'essaye de voir dans quelle mesure peut-être ceux et celles qui nous écoutent réalisent ce que tu es en train de nous dire. Qu'est-ce que ça implique par rapport au gouvernement français? C'est-à-dire que dire, bah voilà, nous on est autonome, maintenant on va faire quelque part sécession par rapport à ce que la République française a décidé. On peut peut-être penser qu'il n'y a qu'à voir ce qui se passe en Guyane et ailleurs en Martinique, aux Antilles. L'État pourrait dire non mais là c'est pas possible. Si déjà qu'il y a les Bretons, il y a les Corses qui veulent leur indépendance, là qu'est-ce qu'il en est de la Savoie qui nous dit grosso modo on fait sans vous maintenant, ou en tout cas sans vous mais avec vous mais selon nos propres règles. On peut dire que le gouvernement français va pas forcément vouloir se laisser faire. Donc qu'est-ce qu'il en est des retours ou des échos que vous avez du gouvernement français? Bah, justement, pour l'instant, le gouvernement français, la République française fait le canard, en fait. Parce que comme c'est le droit international qui prime et que ça a été décidé en cours, donc, et avec des récépissés pour acte de tout ça, donc du coup, bah, je vous l'ai dit, il y a l'exemple récemment de ce procureur de la République qui a voulu inquiéter, etc. Et à partir du moment où il a été informé qu'effectivement, au niveau de la Cour pénale internationale, tout avait été fait en règle, etc. Donc il s'est dit, bah, laissez-les tranquilles. Alors, ce que j'ai autant dire d'ailleurs que ce que j'ai vécu moi dans la rue, ce que j'ai vécu moi dans la rue, c'est que des policiers sont venus nous voir en disant, bah, est-ce qu'on sera peu mieux payé une fois qu'on sera à vous rejoindre justement sur le Sénat savoyen? Et bien évidemment, on leur a dit, bah oui, puisque effectivement, s'il y a matière à réorganiser tout ça de manière plus bienveillante et vertueuse, on aura peut-être des policiers, des gendarmes qui seront peut-être mieux rémunérés qu'ils le sont peut-être, et surtout avec moins de soucis qu'ils peuvent avoir aujourd'hui sur tout ça. Donc effectivement, c'est anecdotique, mais c'est une vérité. Donc du coup, effectivement, même dans la rue, c'est perçu, c'est pas, oui, ça pourrait paraître perfectible, mais c'est le cas. Donc du coup, bah effectivement, c'est pas encore une histoire gagnée sur tous les fronts, mais en tout cas, comme c'est le droit qui prévaut, bah pour l'instant, eh ben même la police municipale qu'on a vue ou les gendarmes qui étaient là aussi, eh ben ils se tiennent à carreau. Et ce qui est intéressant, une fois de plus, c'est que je vous le dis, je vous le répète, il y a de plus en plus des représentants de corps d'armée de la République française à la retraite qui ont rejoint le Sénat savoyen. En soutien, en logistique, en conseil aussi également, en compétences pour certains. Et donc du coup, voilà, donc c'est vrai que c'est assez étonnant, mais moi je pense que c'est quelque part, comment on va dire, quelque chose qui a à voir dans tous les pans possibles de l'approche. C'est-à-dire que par vocation, après c'est Thierry, c'est pour ça que je vous conseille vraiment de voir cette émission qu'on a faite avec Thierry Bécourt, donc sur zonaffaires.com, qui en parle très bien. Mais je dirais qu'il y a presque, alors, une dimension aussi, c'est aussi spirituel en fait. C'est-à-dire que l'épicentre de ce qui se passe même en Savoie, donc de par l'histoire déjà, le Mont Blanc, qui est assez significatif pour rassembler un petit peu tous les gens du monde entier sur une zone bien précise de l'Europe, et ben ce versant-là d'approche, il est intéressant aussi. Alors pourquoi je dis ça? Parce que j'avais participé en 1993, alors on a fait le pont tout à l'heure, avec des communautés justement premières de la Terre. On avait assisté là-bas avec, je ne sais pas si vous connaissiez le journaliste Patrice Van Hersel, on avait fait ce qu'on a appelé sur le tard le cercle de Chazet, et on avait invité je ne sais combien Alors, autochtones d'Haïti, et ces gens-là, à l'époque, en 1993, avaient déjà reconnu la Savoie comme étant souveraine dans l'âme et spirituellement, comment on va dire, se libérer et montrer l'exemple. Donc, même à cet effet, ça va même très loin. Et Thierry
pourra vous confirmer. Ils avaient même financé au travers d'associations l'idée même que cette idée de liberté de souveraine qui servait d'épicentre sur cet endroit-là, géographiquement et même de manière, je dirais presque géobiologique, centrée sur l'Europe, bah, ça allait bouger là-bas. Donc c'était presque visionnaire. Alors ça c'est le passé, c'est 1993. Et pour le présent, eh ben, vous n'êtes pas sans savoir qu'à Genève, eh ben, effectivement, dernièrement, on a eu des leaders d'opinion des forêts amazoniennes qui sont venus pour la COP26 et qui ont fait le détour vers justement Thonon-les-Bains et Genève. Et curieusement, donc il y a 10 jours, ils ont dit la même chose. Ils disent, vous êtes la prophétie. Donc, vous me savez aussi, avec ce pont un petit peu spirituel et les communautés premières de la Terre, et ben, tout ça fait que, eh ben, on sent qu'il y a une effervescence souveraine, qu'il y a une énergie qui est là, qui est installée. Tout ça, c'est dans la bienveillance que j'ai pas dit tout à l'heure, c'est que les gens qui constituent aujourd'hui le Sénat savoyen, c'est tous des gens, et en toute humilité, qui ont réfléchi en tout cas sur une approche aussi spirituelle de tout ça. Donc, tous les gens que j'ai rencontrés d'ailleurs, hein, qu'ils soient retraités ou pas, pour certains de la gendarmerie, pour d'autres de la santé, d'autres. Enfin voilà, c'est les personnes aujourd'hui afférentes à tout ça, en tout cas en termes de réflexion, c'est comme si ça laissait sous-entendre qu'il allait arriver un truc qui va former, en tout cas pour la gestion des futurs ministères et du gouvernement savoyen, une sorte de conseil des sages, de gens très avisés sur toutes les questions sociales et humaines du moment, et qui fait qu'aujourd'hui, bah, bien évidemment, tout ce qui est pas sanitaire, masque, etc., n'a plus lieu d'être, en tout cas sur la périphérie même du QG de Thonon-les-Bains. Alors même si effectivement, c'est pas encore évident de ça, par contre, ce que je peux dire, c'est que par les tracts, par la communication, les fameux lanceurs d'alerte, que vous connaissez tous, au travers d'Agora TV par exemple, ont pris leur siège là-bas. Là, D'accord? C'est le cas d'Agora TV avec David, Rafi, etc. C'est le cas de Alliance Humaine, c'est le cas. Enfin voilà, il y a plein d'exemples comme ça qui font que ces gens-là, dont Astrid Zulkerberrière, pour pas la citer, a rejoint aussi en termes de conseil santé, justement ce que serait le devenir des 3S, du Sénat savoyen en termes de santé. Donc voilà, ce qui se passe aujourd'hui, c'est qu'il y a un phénomène de convergence, tout azimut, hein, en termes de réflexion et de compétences, qui fait que bah, là, on a un truc qui est formidable. Et moi, j'ai Thierry pratiquement tous les 2 jours, il me donne un petit peu les avancées. Et effectivement, bah, pour l'instant, il y a eu effectivement par les semaines qui sont passées, il y a toujours cette histoire d'un petit peu de discorde, d'avis, de cette histoire de sécession. Alors, c'est pas une sécession, c'est du droit. Enfin bref, qui ont tendance à revenir un petit peu beaucoup dans certains cas. Mais il y a aussi des gens, effectivement, qui ont voulu, petit peu, en tout cas des élus politiques de la République, ils ont voulu un petit peu tirer les draps vers eux. Voilà. Mais bon, pour l'instant, en tout cas, ça avance. Le groupuscule de personnes qui travaillent autour de tout ça, eh ben, est de plus en plus conséquent. Et je pense que là, en tout cas pour en tant qu'acteur, animateur socioculturel des mondes d'après, eh ben, j'ai déjà programmé je ne sais combien de conférences à venir justement là-bas. Et puis je pense qu'on a une belle chose à voir venir, eh ben, se projeter dans un avenir proche en France et qui pourra peut-être, probablement, servir d'exemple à bien des gens pour justement réfléchir peut-être ce que eux déjà nomment la nouvelle terre ou enfin, voilà, la nouvelle pensée, la nouvelle voilà. Et je trouve ça très enrichissant, très épanouissant. alors il y a Annie qui souhaite peut-être poser une question, intervenir. Annie? Oui, tout à fait. Bah, c'est super. Est-ce que vous craignez pas que tout le monde se ruée vers la Savoie et ne pourrait pas recevoir tout le monde? Parce Tout que à fait, ben, c'est déjà réfléchi effectivement. Donc déjà, ce qu'il faut comprendre aujourd'hui, c'est que tout ce qui donne accès, par exemple, au passeport, au nouveau permis de conduire, au laissez-passer, parce qu'il y a même eu des laissez-passer dans certains cas, etc. Bon, c'est strictement réservé effectivement aux résidents savoyens aujourd'hui, quoi. Donc voilà. Donc, et puis pour ce qui est de la constitution même des collèges, et ben effectivement, généralement, c'est aussi des Savoyens de plus en plus, Savoyards d'origine, qui viennent constituer les collèges. Tout en ouais, sachant que
C'est d'ailleurs paradoxal, tout en sachant que c'est paradoxal que les constituants, les gens qui ont constitué effectivement le Sénat, ne sont pas forcément savoyards au départ. Thierry Bécourt, il est du Nord, moi De je suis du Vendée. Sud. Enfin voilà, donc au départ, voilà, donc les gens qui ont réfléchi tout ça ne sont pas forcément à l'origine des gens de Savoie. Alors, je vais faire tourner la parole justement Et après, quant au risque, pour vas-y. finir, quant au risque de voir, ouais, quant au risque de voir plein de gens arriver. Bon, bah voilà, c'est potentiellement. Enfin voilà, déjà la multiplication par le tourisme des gens l'hiver ou l'été, donc elle est là. Donc je pense que la Savoie peut accuser le coup. C'est après où ça peut poser problème. C'est tout ce qui est déjà que le logement est très cher, enfin, etc., etc. La vie économique aussi, c'est pas simple. On est quand même au niveau économique et sociétal à peu près à 25% au-dessus de la moyenne nationale en termes de coûts sur la vie au quotidien. Donc voilà, enfin voilà, il y a aussi ces côtés-là à prendre en compte aussi. Alors, je vais vous donner la parole parmi vous, intervenants, pour que vous puissiez nous dire un petit peu ce que vous pensez de cette nouvelle qui peut faire l'effet d'une bombe, hein, littéralement. Je me tourne vers Annie en premier. Pourquoi? Parce que Annie, vu que tu es la présidente, la créatrice des cantons solidaires autonomes, est-ce qu'il y a des cantons solidaires autonomes, des antennes en Savoie? Je ne suis pas la créatrice, je suis une des créatrices, ça c'est important. Excuse-moi. Alors, vas-y. Je vois une copine, ça c'est important. Oui, il y a des cantons et justement, alors ils travaillent de leur côté, puisqu'il faut savoir que chaque canton est complètement indépendant et autonome. Et il va être bon de leur transmettre l'information, bien entendu. Donc, Ah oui. Oui. Donc, toi-même, tu n'étais pas au courant. alors si j'avais eu l'information comme quoi ils étaient autonomes, puisque justement j'ai entendu cette information, elle a bien diffusé, mais en fait je ne sais pas si eux ils ont rebondi. Moi j'ai un peu freiné ces derniers mois, donc voilà, je peux pas rebondir pour tous les départements de tous les cantons. Il faut Bien qu'ils sûr. s'autonomisent. Et voilà, donc, par contre, oui, je verrai avec eux, voir s'ils sont, ouais, j'imagine qu'ils sont au courant de l'information et comment ils ont rebondi sur cette information. Voilà. Je donne la parole à Malik. Qu'est-ce que t'en penses, Malik? Alors, ce que j'en pense, il peut avoir du positif comme du négatif, hein. Plutôt positif, disant que c'est pour les gens de la communauté savoyarde, c'est une bonne chose, hein, de retrouver leur autonomie, une sorte d'indépendance. Par contre, le côté négatif, c'est si on voit d'un point de vue beaucoup plus, un point de vue macro, est-ce qu'on joue pas aussi le jeu du système, c'est-à-dire de tout éclater? Quand on éclate tout, ça rend chaque communauté un peu plus faible. C'est-à-dire, imaginons demain que la France, chaque région demande son autonomie, ça risque de poser beaucoup de problèmes, je pense. Donc après, tout dépend comment c'est fait. Moi, ça me pose question. Ça me pose question, mais disons que c'est bien. Il y a un laboratoire en Savoie. On va voir vers où ça va, et puis on verra bien ce que ça donne. Et puis, j'espère que ça peut donner que quelque chose de bien. Mais j'ai toujours ce petit point négatif, c'est que quand on est, pardon, quand on éclate tout, le système peut toujours se faufiler là-dedans et tirer profit de cela. Ouais, de la division, ouais, Donc, bien sûr. si je peux avoir une réponse par rapport à ça, c'est la bienvenue. Alors, pour le coup, une question qui est posée à Paul. Bah, jusqu'à preuve du contraire, euh, sans rappeler d'ailleurs que justement la vision circulaire des choses, telle qu'on peut le définir dans un clan, par exemple en ethno-anthropologie, fait que quand à un moment donné, bah, effectivement, dans un cercle de personnes, il y a plus moyen d'être ou de vivre, bah, en fait, le clan, effectivement, se sépare pour reformer une autre communauté ailleurs. Donc moi, j'espère déjà comprendre là que ça peut être adapté à l'exemple, c'est-à-dire qu'effectivement, et sans pour autant réclamer quoi que ce soit de sécessionniste, mais le fait de retrouver, je dirais, une souveraineté individuelle et sortir d'un système qui, de toute façon, dans sa mesure, est tel qu'on le voit même dans l'actualité aujourd'hui, capte la représentativité des gens pour leur empêcher d'être,
À un moment donné, il va bien falloir réfléchir à comment on va faire pour justement prendre une autre voie de réflexion. D'accord? Là-dessus, il y a une autre chose qui m'anime, c'est l'idée même qu'on peut avoir dans les communautés amérindiennes, d'ailleurs, elles avaient eu à disparaître totalement, bien elles subissent elles aussi la pression et que c'est si dur, mais en tout cas, ils sont toujours là, parce que justement, dans cette idée circulaire de travail et d'échange et de partage, le système des valeurs est pas du tout le même que celui qui est hiérarchisé, pyramidalisé, et qui fait qu'on en est là aujourd'hui à vouloir simplement être dans un système oppressant. Donc du coup, si l'exemple même de la Savoie peut être une ouverture possible, en tout cas sur la réflexion à la fois philosophique et spirituelle d'un monde à venir, eh ben moi je suis preneur de tenter l'expérience d'une part. Et si on retourne à il y a 60 ans à peu près en arrière, 65 ans peut-être plus, eh ben on vivait déjà comme ça en fait. C'est-à-dire au niveau local, cette fois-ci, on était parfaitement organisé de manière souveraine, sans pour autant eh ben, être toujours dans la division, dans la pression. Voilà, on était à l'antithèse de ça, c'est-à-dire plutôt dans l'organisation, dans une forme de collectivisme bienveillant, dans le partage aussi. Moi, je me souviens des fameuses cumas agricoles, partage des tracteurs, partage des tâches, voilà. Et avec en plus en réserve des moyens qui ceci partant du postulat que si on donne, on reçoit, si on reçoit, on donne. C'est simple, hein, spirituellement à comprendre. Et ben on a plus de chances de mieux vouloir fonctionner que si on s'échappe à un système qui finalement ne fait que gouverner et décider pour soi. Donc ça, c'est la première réflexion que j'ai moi par rapport à ça. Ensuite, l'exemple de la Savoie, c'est pas du tout, à mon avis, un exemple unique en fait. Il y a, on le sait par l'histoire même, quand le franquisme est arrivé en Espagne, il y a une petite ville dans le sud de l'Espagne, dans le nord de l'Andalousie, qui s'appelle Marinaleda, qui avait décidé en son temps, par son maire, de dire plus jamais, mes administrés, ma population ne mourra de faim. Et la première chose qu'ils ont fait, c'est déjà d'évacuer cette espèce de dépendance économique et sociale qu'ils avaient par rapport au reste de l'Espagne. Ils ont somme toute conservé les simples subventions régionales qui leur ont permis de justement démarrer leur procédure d'expérimentation, d'autonomie, de souveraineté. Alors l'exemple de Marina Leda, il n'est pas unique, vous pouvez le voir sur Internet. Et là on parle de quelques années plus tard, d'ailleurs c'est le fils du maire en question qui a relié l'aventure. Aujourd'hui, Marina Leda, c'est zéro chômage. Ils ont simplement exploité ce qu'ils avaient, à savoir l'huile d'olive de très forte qualité, de très très haute qualité, une des meilleures du monde, avec des huiles venant de Grèce, les tomates séchées et quelques fruits, genre dattes, des choses comme ça, voilà, et qui ont fait le bonheur des administrés pour justement mettre en œuvre et aller jusqu'à ce qu'on appelle aujourd'hui les produits finis, les produits dérivés. Et ils sont, pour les huiles en tout cas, les numéros 1 mondiaux. Donc l'intérêt de réfléchir comme ça, c'est que Marina Leda, dans l'exemple, eh ben, les dispensaires sont gratuits, l'école est gratuite. Les nouveaux arrivants, eh ben, pour un peu qu'ils puissent avoir envie de s'installer et apporter leur lot de compétences, eh ben, effectivement, ils se retrouvent avec un logement qui vont leur permettre de mettre en place justement une prospective sur ce qu'ils vont proposer à la communauté. Donc voilà, dire que ce possible circulaire, sans pour autant être justement dans cette idée de dualité, dans cette idée d'opposition à quelque chose, mais simplement d'user de sa propre compétence et sa propre créativité, fait à mon avis que ça peut se faire en douceur et qu'en montrant l'exemple, eh ben, cette histoire de penser que ça peut isoler, bah, si c'est plein d'îlots qui font la même chose, et ben à un moment donné, ça va amener deux forces à la solution finale qui va être de revisiter complètement un système humain collectif qui va permettre à tout le monde de pouvoir être, tout simplement. Alors qu'aujourd'hui, ben, c'est toujours le sommet d'une pyramide quelconque qui régit et légifère pour tout le monde, voilà, qui capte, et je suis en plein dessus, parce que j'étudie en ce moment de la représentativité des gens, qui fait parce qu'on vote, on a signé un contrat, et par découlaison, donc, eh ben, comme on a signé, eh ben, on a juste qu'à subir. Et là, je crois qu'on est dans un changement de paradigme, dans l'ère du temps, qui est là, en fin de cycle. Alors, je vous le disais tout à l'heure, et Laurent le sait, on est dans une fin de cycle, vu justement des premiers peuples, quels qu'ils soient. Nous sommes d'ailleurs les propres autochtones de nos propres régions.
hein, tous tels qu'on est là, présents, et ben je crois que c'est important de savoir que tous ces savoirs, toutes ces compétences d'échange, de partage et de bienveillance, on les avait déjà en fait. Voilà. Donc effectivement, s'il y a pression derrière qui s'organise pour justement ne pas vouloir ça, je pense, je crois, alors cette fois-ci plus spirituellement, que c'est inéluctable. De toute façon, et que si l'histoire de l'idée comme ça, qui fait son petit bonhomme de chemin, et qui au passage, comme une boule de neige en Savoie, bah, va grandir, va grandir, va grandir, et voilà. Et moi, je crois qu'on en arrive à ce moment-là, à ce moment clé. C'est pour ça d'ailleurs que je persiste à vraiment m'attacher à ce que font ces gens, à voir d'autres communautés. Laurent le sait, hein, il y a des gens qui expérimentent aussi dans ce sens-là. Quand je dis la Savoie, effectivement, parce que là, c'est officialisé en termes de droit. Mais en Espagne, il y a 4, 5, 10 îlots qui fonctionnent déjà et qui, au dépit même de ce que représente la République espagnole, ont déjà commencé des squats et par le droit ont réussi à se réorganiser parce que de toute façon, ils n'avaient plus le choix en termes de logement et en termes de vie, tout simplement. Donc, du coup, bah, pour l'instant, bah, il y a pas d'oppression parce que c'est juste, tout simplement. Voilà ce que j'en pense. Alors, je vais donner la parole à Alexandre Boisson. Alexandre, qu'est-ce que t'inspire ce qui se passe actuellement en Savoie? Moi, je connais Paul, hein, et j'ai beaucoup d'affect pour, en général, les gens qui cherchent des solutions. Alors, par contre, je vais être un peu le rabat-joie de la soirée parce que euh, j'ai la même perception que Malik. Euh, alors, moi, je suis un admiratif, hein, de Marina Leda. Je suis totalement conscient qu'on peut arriver à des systèmes comme ça, mais c'est ce que j'aimerais arriver à contribuer à faire en France, c'est-à-dire beaucoup plus d'autogestion, et on peut le faire dès maintenant, parce qu'on peut utiliser certaines lois qui visent à conscientiser les personnes sur notre territoire. Et moi, c'est plus ça qui m'intéresse aujourd'hui. Pourquoi? Parce que je pense que la République, elle n'est pas gentille. La République, elle a des intérêts. Et puis, bah, quand on voit ce qui s'est passé en Vendée, les gens qui voulaient faire sécession en Vendée, ils se sont fait vraiment massacrer. Les colonnes infernales, le premier génocide franco-français, on en parle peu. Donc aujourd'hui, on est bien tous gentils, hein, on est plein de bonnes intentions, mais on consomme tous autant qu'on est. Là, une moyenne de 4,3 litres de pétrole par jour, par Français. Et alors qu'on est en train de parler de démocratie, ben, notre propre État fait des guerres de prédation pour le pétrole. Et on n'est pas prêt à s'en passer du jour au lendemain. Alors une fois qu'on a planté ce décor, et puis je voudrais rappeler d'ailleurs que moi je suis parti en 2011, hein, de mon poste, hein, à l'époque de la guerre de Libye, parce que ça me sonnait à la conscience, moi, de voir qu'on faisait encore autant de prédation sur le pétrole et qu'on appelait ça faire des guerres pour la démocratie. Je ne suis pas membre de l'université francophone de l'autonomie alimentaire. Par contre, c'est des gens dont je fais beaucoup la promotion parce qu'ils ont réussi, un peu comme ce qui est tenté en Savoie, à faire tout un tas d'opérations visant à faire se conscientiser les populations. Donc, je n'ai pas d'avis négatif sur ce qui se passe. Au contraire, je suis content que les gens utilisent leur droit d'expérimentation. Je suis juste, je le répète comme Malik, un peu interrogatif quant au... Bah ça, c'est le militaire. C'est le militaire qui parle. Non, moi, j'étais policier, j'ai eu un parcours dans la sécurité publique, j'ai eu à connaître la police de proximité qui était absolument géniale. J'ai bien aimé être dans les quartiers difficiles, au contact des populations, et c'est pas ce qu'on en dit à BFM, hein. Il y a plein de sujets géniaux qui se passent dans les quartiers. Il y a aussi de la délinquance, il y a aussi de la délinquance en col blanc. Hein. Oui, mais c'est ce que je veux dire par là, que c'est le... Excuse-moi, je veux dire par là que c'est le propre de celui qui est, alors que garde du corps, militaire, enfin pour moi c'est le même esprit, c'est celui qui, même si tout va bien, essaye d'avoir un coup d'avance, voire 10 coups d'avance pour si jamais il y a quoi que ce soit qui se passe, j'observe les entrées, les sorties, et c'est le propre, enfin ta vision, t'as été câblé entre guillemets comme ça, et c'est tant mieux, parce que tu peux voir certainement arriver plus tôt les signaux faibles qui laisseraient entendre que là il y a un problème, donc... Et tant mieux que tu envisages ça. J'ai découvert, je ne veux pas monopoliser la parole,
l'impuissance apprise. Alors, qu'est-ce que c'est l'impuissance apprise? Quand il y a un ordre mondial qui veut absolument garder le pouvoir, il pratique une technique de torture qui s'appelle l'impuissance apprise. C'est qu'on laisse des gens espérer qu'ils vont pouvoir s'en sortir, on les laisse s'identifier en montrant qu'ils vont être alternatifs, et on leur coupe les vivres. Ce qui fait qu'au bout d'un moment, ces personnes qui étaient un espoir pour tout le monde, pour beaucoup de gens qui voulaient une alternative, périssent. Et puis d'un seul coup, tout le monde comprend que, ah là là, il vaut mieux se résigner que périr. Et donc c'est ça l'impuissance apprise. C'est-à-dire qu'on laisse des gens montrer la voie, et puis après on leur coupe les vivres pour que justement plus personne ose faire. C'est la valeur de l'exemple dans les valeurs négatives. C'est la valeur de l'exemple. Donc moi, tant mieux. Moi, je m'assure qu'il y a beaucoup de militaires et beaucoup de têtes pensantes. Alors je leur souhaite le meilleur pour ça, parce que ce serait vraiment une bonne nouvelle. Maintenant, moi, je suis très très méfiant. Et donc, c'est pour ça que j'ai choisi une voie qui n'est pas une autre voie, mais quand même une voie qui est celle de la sécurité civile et de la sécurité publique en France, pour aller au corps à corps combattre voilà, ces trop grandes dépendances aux énergies, ces trop grandes dépendances à l'alimentation. On a les moyens de le faire. Alors, on y reviendra de toute façon, puisque tu vas passer juste en deuxième partie. Le dernier intervenant à qui je vais demander, Yvan Maltcheff, de savoir, Yvan, ce que tu penses donc de cette information, de cette nouvelle, toi qui as, on va dire, erré dans toutes sortes de communautés qui voulaient, entre guillemets, refaire le monde. Alors qu'importe les différentes échelles, là, pour le coup, potentiellement une région. Donc, je ne sais pas si tu as eu l'occasion de voir une communauté qui se rêvait à envisager les choses différemment que sous un régime pyramidal de prédation. Alors, qu'est-ce que tu en penses? Oui, bien sûr. D'abord, sur le fond, je trouve qu'on ne pourra pas faire l'économie d'un réapprentissage de l'autonomie et de la souveraineté. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, nous ne savons plus ce qu'est la souveraineté et l'autonomie. Puisque on est dans un régime totalement mondialisé. Je ne vais pas revenir trop sur la description que tout le monde connaît. Et si l'on veut, et ce n'est pas le cas de tout le monde, mais si l'on espère une autre société avec une autre conscience, avec d'autres rapports au vivant, alors il nous faut réinventer et remettre en route notre pouvoir créateur. Et on ne peut pas faire l'économie du réapprentissage de comment on tisse le lien avec la Terre. Paul l'a magnifiquement illustré en faisant référence aux traditions des peuples premiers, mais aussi les uns avec les autres. Comment on réapprend la vie dans la cité et la démocratie locale et la prise de décision, le partage du pouvoir. On ne peut pas espérer une société qui soit radicalement différente si nos attitudes et nos comportements qui sont imbibés par une forme de matérialisme et de plus en plus je dirais, totalitaire, quand on voit ce qui se passe en ce moment, si on ne réapprend pas à qu'est-ce que c'est que partager le pouvoir, que c'est que décider ensemble autrement, etc. Ça ne va pas être une génération spontanée. On est imbibé par une politique gauche, droite, machin, centre, etc. La seule chose qui nous a offert en spectacle sont de tristes débats qui n'en sont pas, avec des gens qui ne s'écoutent pas, qui ne se respectent pas, qui sont animés par des logiques extrêmement guerrières. Nous voudrions que ce soit ce système-là qui change la société. C'est impossible. Il faut d'abord réapprendre à qu'est-ce que ça veut dire faire communauté et ciment ensemble. Et ça, on ne pourra pas le faire sans qu'il y ait une foultitude, premièrement, d'expériences locales. Et deuxièmement, alors je dis une foultitude, donc seulement une. Et deuxièmement, un travail sur soi profond, parce que là, je peux témoigner, ça fait quasiment 20 ans que j'accompagne des collectifs citoyens et aussi dans l'entreprise, parce qu'il se passe aussi des choses dans l'entreprise. Et je peux vous assurer, et nous le savons tous, que les comportements de transformation ne sont pas innés. On les apprend. On apprend à se respecter, on apprend à écouter, on apprend à développer l'empathie, on apprend à changer son rapport au pouvoir. Et ça, si on ne le fait pas localement, je ne vois pas où on va le faire. Donc, sur le premier point, je ne veux pas être trop long, mais sur le premier point, je suis en totale adhésion avec cette expérience et expérimentation. Mon souhait serait d'ailleurs, dans une ère de transition, et je partage l'analyse de Paul qui dit qu'on est dans un grand moment de transition planétaire,
il faudrait des centaines de milliers d'expérimentations différentes, et un État qui d'ailleurs se mettrait lui-même en transition dirait, de façon contrôlée et démocratique, nous allons installer des terres en transition à qui nous donnons des moyens, on fait bien des friches fiscales. Pourquoi on ne ferait pas des terres en transition d'apprentissage démocratique, d'apprentissage du rapport au pouvoir, d'apprentissage au lien avec la terre? Et imaginez ce que serait la France aujourd'hui s'il y avait 50, 60, 80 expérimentations sur des villes, des écoquartiers, que sais-je, des communautés X et Y. Mais tout ça, et là je rejoins par contre ce que Malik et Alexandre ont dit tout à l'heure, et tout ça dans un souci de partage des initiatives, reconnaissant d'abord l'interdépendance, parce que c'est vrai qu'on ne va pas retourner à des approches du Moyen-Âge où effectivement chacun dans son petit village et on se renferme, etc. C'est pas ça l'idée. Il y a eu il y a quelques années, faite par des intellectuels, une magnifique déclaration d'interdépendance. Il y a nécessité de reconnaître l'interdépendance. Imaginez que dans un parlement de conseil de sages au niveau de la nation, on puisse examiner les milliers d'initiatives de démocratie locale, de retour à la terre, d'apprentissage sur soi. Qu'est-ce que serait notre démocratie et notre débat démocratique? Complètement transformé. Complètement transformé. Donc, et je citerai d'ailleurs, j'ai découvert ça, j'ai eu l'occasion d'aller plusieurs fois à Auroville, en Inde, où il y a, comme vous le savez certainement, un apprentissage communautaire depuis 50 ans, avec une vision effectivement très centrée sur une forme de spiritualité très ouverte, mais surtout sur des apprentissages au niveau de l'agriculture, de l'économie, du partage du pouvoir, quand même sont en expérimentation depuis 50 ans. Et ce que j'ai découvert, c'est qu'on le disait peu, je ne le savais pas avant ça, c'est que cette expérience d'Auroville, d'abord, a été soutenue par le gouvernement indien dès l'origine, et que l'expérience d'Auroville est en partie financée par le gouvernement indien, avec un conseil, un board qui est avec des membres nommés par le gouvernement indien. Donc, pourquoi ne pas reprendre cette idée, lieu d'expérimentation avec des autorisations effectivement qui sont données de façon dérogatoire par rapport au droit commun, bien sûr, avec obligation de rendre compte sur ce que produisent effectivement ces apprentissages, ces expérimentations, pour en faire profiter l'ensemble d'une nation, d'un collectif. Donc on peut tout à fait, je ne vais pas être trop long, imaginer combiner de l'autonomie et de la souveraineté locale avec du partage, du collectif et de la décision centrale. Mais ça remet complètement en cause, en effet, les visions pyramidales. Évidemment, ça remet en cause le fait que les décisions aujourd'hui ne sont plus prises du tout au niveau d'un pays, mais sont prises au niveau international par tout ce qu'on sait. Bien sûr, tout ceci va s'effondrer si on va dans ce sens-là. Et ça, je suis bien d'accord pour dire que de façon pragmatique, probablement, il y aurait beaucoup d'opposition, et il y aura, parce que je pense aussi, comme Paul, que ça va arriver, il y aura beaucoup d'opposition et de plus en plus. Mais c'est bien un chemin qui se trace là, et je ne vois pas pourquoi, si on l'aborde de façon interdépendante et expérimentale, ça serait un problème pour le ciment collectif. À nous, par contre, de nous mettre en chemin pour savoir apprendre à tisser du lien collectif et de la décision collective. Et une fois encore, ça s'apprend. Ça s'apprend, et il faut probablement plusieurs années pour rentrer dans d'autres modes. Alors donc voilà, je ne veux pas être trop long, mais... Merci beaucoup Yvan, on aura l'occasion de pouvoir réaborder ça un peu plus en profondeur, justement, quand ton tour viendra, puisque tu es, j'allais dire, un des socles qui est l'intériorité de nous tous pour construire ce monde qu'on pourrait rêver. Alors là, je vais aborder avec Alexandre à nouveau, je te